Est-ce que les PDG sont trop payés? On va en parler avec Nicolas Duvernois, qui est entrepreneur, président, fondateur de Pure Vodka et qui est aussi chroniqueur dans le Journal des Affaires. Mais d'abord et avant tout, Nicolas, écoute, on sait que tu fais des produits sans alcool, entre autres. Oui. Moi, j'achète ton gin tonic sans alcool. Est-ce que après le temps des fêtes, est-ce que tu sens, toi, une hausse dans les ventes? C'est-à-dire, les gens ont bu comme des trous pendant le temps des fêtes, puis là, finalement, on va prendre des produits sans alcool? Oui, absolument. Il y a le fameux mois sans alcool qui prend beaucoup d'ampleur d'année après année. Mais je veux dire une statistique qui va répondre encore plus largement. En 2022, on a lancé notre gamme de produits sans alcool. En 2022, mon entreprise était 100% une compagnie qui vendait de l'alcool. Oui. Aujourd'hui, c'est 50% de notre compagnie qui vend du sans alcool. Parce que tu fais aussi une très bonne... très du bon gin, de la vodka, là, exactement. De gin, vodka et tout ça. Et avant, c'était surtout ça qui ramenait l'argent. C'était 100% ça. Hein? C'était vraiment une entreprise qui était spécialisée dans la production de produits alcoolisés. 50%. Donc, ça veut dire que le mouvement, soit sans alcool, soit on met la pédale un peu plus douce sur la l'alcool. modération. C'est ça, la modération. C'est un mouvement de fond, là. C'est clair que c'est un mouvement de fond. C'est vraiment plus la modération que l'abstinence là, qu'on peut voir parce que la grande majorité des consommateurs de produits non alcoolisés consomment aussi de l'alcool. Mais c'est sûr que les personnes, les consommateurs d'alcool changent leurs habitudes et puis peuvent ne pas boire la semaine ou boire juste le vendredi, samedi ou juste faire attention, prendre un verre de moins. Tu sais, après, chacun a sa recette pour consommer avec modération parce que même si je suis un producteur d'alcool, c'est important de faire attention. Tu sais, c'est quand même de l'alcool de quoi on parle et puis on sait que l'abus d'alcool, c'est dangereux. Mais effectivement, tu sais, on voit vraiment qu'il y a un changement d'habitude de consommation chez les jeunes, mais chez pas mal toutes les générations en quelque sorte. Je dirais que, tu sais, c'est aussi un mouvement générationnel. Nous, on boit moins que nos parents boivent moins que leurs parents, et donc, c'est sûr que nos enfants boivent moins que nous. Tu sais, c'est vraiment de génération en génération, il y a une baisse de la consommation d'alcool. Est-ce qu'ils ne devraient pas vendre les produits sans alcool à la SAQ? Ils en vendent. Oui, ils en vendent. Oui, d'ailleurs, la catégorie des produits sans alcool à la SAQ est en très forte croissance. C'est sûr que, par exemple, ils ont de la compétition. Cette fois-ci. Donc, on peut retrouver nos produits dans 6000 portes à travers le Québec, tandis que la SAQ a juste, entre guillemets, 400 portes à 400 succursales SAQ. Mais ils en vendent, oui. Puis, et c'est des bonnes ventes. Théo Sapa qui est là. Salut. Je m'en viens, Richard. On a parlé d'alcool, fait qu'il est arrivé, c'est ça? Exactement. Écoute, Nicolas, te souviens-tu, il y a 3 ans? Oui. Tu étais sur mon plateau, à l'émission À vos affaires, et tu avais amené 5 bouteilles. Tu avais amené 5 bouteilles de Romeo's Gin, des canettes. Les canettes. Il y en avait 3 avec alcool, 2 sans alcool. Et je devais faire un test à l'aveugle, Richard. Alors, j'ai bu la première canette, et j'ai dit, il n'y a pas d'alcool. Et il y en avait. Et j'ai bu la deuxième et j'ai dit, dans celle-là, il n'y a pas d'alcool. Et il y en avait. Et vice-versa. Bref, j'ai eu 0 sur 5 à l'aveugle. Je m'en rappelle. Tellement que les produits alcoolisés et ceux sans alcool se ressemblent en termes de goût, en termes de texture. C'est plus sucré. Les produits sans alcool sont plus sucrés. Non, justement, nous, c'était très important qu'on offre la même expérience. Parce qu'avant qu'on prenait du sans alcool, tu sais, il y avait souvent les clichés. Soit tu es enceinte, soit tu as un problème d'alcool, soit tu es sur un médicament, une médication quelconque. Là, aujourd'hui, il y a une détabouisation de la consommation sans alcool, puis on voulait que ça soit la même expérience. Notre rêve, au tout début, avec Stéphane, qu'on a eu cette idée-là, c'est vraiment, tu arrives dans un bar, puis tu te dis, hey, je veux un gin tonic, puis le bartender, il te demande avec ou sans alcool, mais il fallait que ça goûte la même affaire. Donc, effectivement, on a travaillé fort sur les recettes. Mais comment tu arrives à imiter le goût de on prend exactement les mêmes arômes. On prend exactement les mêmes arômes, c'est juste l'alcool qu'on ne met pas. Exactement. Et moi, je te dis, les gens m'écrivaient, est-ce que c'est arrangé? Combien de monde va demander ça? Mais c'était pas du tout arrangé. J'ai eu l'air fou un peu, là, parce que j'étais pas capable de détecter s'il y avait de l'alcool ou pas. Mais je pense que ça témoigne de la maturité des produits sans alcool. De l'industrie. Et c'est pas pour rien qu'il y a une tendance à la hausse, justement. Exactement. C'est parce qu'il y a des produits de qualité qui sont mis en marché au Québec. Y a des bars maintenant qui sont strictement sans alcool? En Europe, et je sais qu'il y en a un à Londres, notamment. Tu sais, c'est quand même... l'alcool, c'est une source de revenus pour les restaurants, pour les bars, quand même assez importante.
je connais une jeune personne, là, qui est dans la vingtaine, qui a des problèmes avec l'alcool, qui est allée dans les AA, puis tout ça, puis qui est sobre depuis quelque temps. Puis cette personne-là dit, c'est très difficile pour moi de sortir avec des amis. C'est sûr, il y a la tentation en permanence. C'est tout le temps là. Puis s'il y avait des bars, justement, sans alcool, ben cette personne-là pourrait sortir d'un bar sans alcool. C'est clair, mais je vais te dire que dans les bars, la majorité des restaurants et bars, il y a énormément d'offres sans alcool maintenant. Contrairement à avant, où tu demandais quelque chose sans alcool, on te regardait croche puis on t'offrait du Perrier. Donc là, tu sais... Mais c'est encore un tabou, parce que moi, il n'y a pas plus tard que quelques années, j'ai un voisin, il y a 2 ans, un voisin que j'invitais une fois de temps en temps à venir avec ses enfants dans la cour, et je lui offrais toujours une bière. Et il acceptait toujours la bière. Et là... Bon, je pensais qu'il la sirotait ou tout ça. Puis finalement, je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'il ne buvait pas. Mais qu'il acceptait tout. Il n'osait pas le dire. Il n'osait pas le dire. Et il n'osait pas dire qu'il était sobre depuis plusieurs années parce qu'il y avait eu des problèmes d'alcool. Et donc, je pense qu'il s'en débarrassait, qu'il devait la verser. Tu sais, la bière, tu as des excellentes bières sans alcool. Absolument. Fait que si tu continues de boire des bières avec alcool, c'est pas pour le goût. C'est parce que tu recherches l'effet de l'alcool. Ben, ils ont été avant-gardistes, l'industrie brassicole, effectivement, parce que même il y a une trentaine d'années, en Allemagne notamment, on produisait, ils produisent encore aujourd'hui, mais des bières sans alcool hallucinantes que tu faisais pas nécessairement la différence. Effectivement, la prochaine recette miracle qui sortira, c'est celui ou celle qui réussira à sortir un vin sans alcool buvable, sans manquer de respect pour les autres, parce que ça manque. Et toutes les options sur le marché, c'est sucré. Écoute, prends du Pepsi à la place, parce que... oui, tout à fait. Les vins et les spiritueux désalcoolisés, comme un gin désalcoolisé, je pense pas qu'on les retrouve. On n'est pas rendu là, comme on dirait. Absolument. Écoute, on a 1 minute pour parler de ton sujet. Écoute, on peut continuer. Alors, les PDG qui sont trop payés, parce qu'il y a une étude, justement, l'étude du Centre canadien de politique alternative qui dit ça n'a pas de bon sens, ils sont beaucoup trop payés, les PDG. Oui, effectivement. Pourquoi moi j'ai voulu prendre position? C'est pas nécessairement que je reconnaissais pas si 15 ou 20 millions c'était justifié ou pas. Effectivement, c'est beaucoup d'argent. Moi, c'était le fait qu'on mette toutes les PDG dans le même sac. Parce que là, on dit les 100 dirigeants. Les 100 dirigeants. Les plus payés, les plus rémunérés. 248 fois le salaire moyen d'un travailleur canadien. Bon, vu comme ça, OK. Oui. Mais est-ce que ça se peut qu'il travaille pas mal plus que le travailleur moyen? Mais c'est parce que c'est un peu comme... Moi, je le mets comme... Moi, j'appelle ça l'effet Trump. Tu sais, Trump, souvent, il y a la bonne question, mais il y a la mauvaise réponse. Là, c'est une bonne étude, c'est intéressant, sauf qu'on va pas dans le profond du sujet. Donc, tout de suite, c'est sûr qu'on est offusqué par quelqu'un qui peut gagner 25 millions par année. Cependant, il y a une explication derrière des rémunérations. Et puis aussi, très important, c'est pas un salaire, c'est une rémunération globale. Donc, souvent, il y a des primes au rendement. Si l'entreprise fait de l'argent en bourse, c'est sûr que toi aussi, tu vas faire de l'argent en bourse. Bref, c'est un sujet très complexe. Oui. Puis je trouvais ça dommage qu'on mette tout le monde dans le même panier. Et puis très rapidement, on a arrêté de parler des 100 PDG, puis c'est devenu les PDG. Mais les PDG, l'immense majorité, 1,1 million d'entreprises au Canada qui a un employé au moins, là, donc qui a un patron. Et c'est très loin, mais très loin d'être de ces salaires-là qu'on parle. Toi, tu as construit ton entreprise, on connaît ton histoire, tu passais la mop dans un hôpital, puis maintenant, tu as une entreprise qui est florissante. Tu as travaillé comme un Christy de fou. Moi, ça a pris 4 ou 5 ans avant d'avoir un salaire. J'ai eu plusieurs employés à salaire avant que je puisse me donner un salaire parce que l'entrepreneur, surtout de PME, est toujours celui qui se paye en dernier. C'est toujours celui qui risque tout aussi. Pendant longtemps, moi, j'ai eu au début, c'était même la maison de mes parents qui était en garantie. Si mon projet marchait pas, mes parents perdaient leur maison. Là. Et dis-moi si je me trompe, Nicolas, mais encore aujourd'hui, même si ton entreprise est connue, même si tu as atteint un certain niveau de notoriété, que l'entreprise vend de la vodka, vend des produits, il y a encore du risque. Il y a toujours du risque parce que s'il y a un échec de mon entreprise, c'est moi qui va perdre. Absolument. Parce qu'aujourd'hui, c'est sûr que l'échec est beaucoup moindre parce que ça a été diversifié en quelque sorte, cette entreprise-là, et puis mes sources de revenus. Mais c'est clair que l'entrepreneur, en plus, c'est une bébite un peu spéciale qui est toujours go, go, go. Combien de fois au cours des dernières années, j'ai tout réinvesti, j'ai pris mon argent de côté pour réinvestir dans un nouveau projet parce que ça va plus vite, c'est plus facile. Les institutions financières, des fois, ça prend du temps, c'est compliqué, il y a de la paperasse à remplir. Donc, c'est sûr que ça aussi, j'aimerais qu'on fasse une différence entre les PDG entrepreneurs et le PDG salarié.
Puis toi, tu en as rencontré des entrepreneurs dans le cadre de tes Absolument. fonctions. C'est des gens qui travaillent comme des fous. C'est souvent des gens qui travaillent 365 jours par année. Oui. Même en vacances, ils sont au bout de leur téléphone, doivent répondre aux courriels. J'ai beaucoup d'admiration. Et je suis d'accord avec Nicolas sur une chose, on peut pas mettre tout le monde dans le même panier. Non. Il y a des abus, comme il y a des abus partout, mais il y a des politiques de rémunération qui correspondent souvent à un certain profil d'entrepreneur, où il y a de la création de richesse. Et ce sont des entrepreneurs qui enrichissent souvent des fonds de retraite parce qu'ils vont créer de la richesse, parce que leur entreprise est cotée en bourse et parce que nos caisses de retraite sont actionnaires de ces entreprises-là. Exactement. Puis il ne faut pas oublier aussi que si une entreprise accepte de payer 20 ou 30 millions à un dirigeant, c'est qu'il y a une logique financière. Il n'y a aucune entreprise qui prendrait cette décision-là s'il perd. Je te donne un exemple. Un PDG qui est engagé peut faire gagner des centaines de millions, des milliards grâce à une décision ou une vision à certaines entreprises. Donc, payer 20 millions pour quelqu'un qui t'en fait faire 700 millions, franchement, c'est un choix rationnel. Et puis, Nicolas, tu sais une chose, je sais pas si tu as lu la chronique de Richard Martineau ce matin dans le journal, oui, avec cette incroyable histoire, cette incroyable anecdote de voyage. Richard, on va le rappeler aux gens quand même. On va rappeler, parce que je sais que tu l'as raconté à la radio hier, mais Richard était à Paris, attablé avec sa douce et avec un autre couple, et à un moment donné, il y a quelqu'un à une table, un peu plus loin, qui se met à parler fort au téléphone. Tu sais, qui se met à parler avec son téléphone comme ça. J'ai ça. J'ai ça. Fait qu'est-ce que tu as fait, Richard? J'allais l'engueuler. J'allais à sa table, je l'ai engueulé comme du poisson pourri. Tu respectes pas les gens, blablabla. Je suis revenu à ma table. Et le monsieur en question me payait le repas, parce que quand c'est le temps de payer l'addition, le serveur a dit c'est déjà réglé, le monsieur dans le fond que vous avez engueulé a déjà payé. Et lui, il s'est approché de ma table et je me suis rendu compte que c'était Sting. Puis je l'avais pas reconnu. C'était Sting! C'était Sting. OK, c'est quand même quelque chose. Et tu sais quoi? Je vois un lien avec notre discussion parce que, Richard, je pense pas tant que c'est Sting qui t'a rendu service en payant ta note. Je pense que tu as rendu service à Sting. Pourquoi? Parce que Sting a une fortune évaluée à plus de 500 millions de dollars. OK? Il pouvait payer là, ton sandwich. Il pouvait payer. Mais Sting a confié récemment en entrevue qu'il n'allait léguer aucun dollar à ses enfants. Hey. Il a 6 enfants. Et il a accordé une entrevue à TF1, à l'émission 50 Minutes Inside. Oui. C'est une émission française. Et il a dit, je ne sais pas si j'ai raison ou si j'exagère, mais je ne veux pas que mes enfants s'attendent à recevoir un jour des millions de dollars. Ça ne leur rendrait pas service. De toute façon, on dépense tout. Il ne leur restera rien. Alors, Sting, Alors, Sting... Il cherche des manières de dépenser. Il cherche des manières de dépenser. Finalement, t'es pas spécial, Richard. Il a payé pour tout le reste. Lui, là, il faut qu'il dépense, Richard, 500 millions de dollars d'ici sa mort. Mais il peut m'appeler, hein? J'ai des idées, moi. Fait que moi, je pense que tu aurais dû commander... 2-3 bouteilles de champagne à boire dessus. OK, mais discutons de ça maintenant que tu es là, P.O. Ouais. De pas laisser un sou à tes enfants alors que tu as beaucoup d'argent. Je comprends la logique. Ouais. En disant, mes enfants vont travailler aussi. Si je leur donne tout dans la bouche, ils vont s'écraser. Je comprends la logique, mais en même temps, je sais pas. Il y a plusieurs multimillionnaires, milliardaires qui disent ça. On dirait que j'y crois pas. Moi, je donnerais de l'argent à mes enfants. Bill Gates dit qu'il laissera pas un sou à sa fille. Moins de 1% à ses enfants. Ah ben, moins de 1% d'une couple de milliards, c'est quand même plusieurs centaines de millions. Moi, je vais donner moins de 1%, mais c'est des centaines de millions. Mais tu as raison, Nicolas. Il y a plein de vedettes, de millionnaires, multimillionnaires qui disent « je donnerai rien ». Jackie Chan est souvent cité parce qu'il a dit « si mon enfant est capable, il fera son argent, sinon il va gaspiller le mien ». Gordon Ramsay, le chef bien connu, il dit « je laisserai pas une scène à mes enfants ». Au mieux, je vais leur payer une mise de fonds pour leur maison. Daniel Craig, James Bond, a expliqué qu'il ne voulait pas laisser de grosses sommes à la prochaine génération. La femme de Steve Jobs, qui a hérité de milliards de dollars, a dit, moi, il n'est pas question de faire du wealth building, donc de créer une dynastie financière, parce que c'est pas ce que Steve Jobs, le fondateur d'Apple, veut. Alors moi, ce que je vais faire, je vais donner tout de mon vivant, puis je vais laisser, probablement quelques millions à sa descendance, mais il n'y aura pas de l'argent pour 10 générations. C'est qui, là? Le gars qui a fait beaucoup d'argent à Montréal, Jarilowski. Jarilowski. OK, lui, je l'avais interviewé, Franc-Tireur. En 2011. Puis il m'avait dit, je ne donnerai pas un sou à mes enfants. Puis là, je le trouvais cheap. Richard, je me souviens très bien de cette entrevue-là avec Jarilowski. J'ai essayé de la retrouver aujourd'hui. J'ai tapé Franc-Tireur, épisode 341, en 2011. Et j'ai essayé de retrouver parce que je me souviens très bien que j'ai regardé cette entrevue-là en 2011 et que Steven Jarilowski avait dit, je vais en donner une petite partie
partie, mais seulement quand ils auront atteint, de mémoire, 50 ou 60 ans. Parce qu'ils vont se faire eux-mêmes. Exactement, il y a une manière toi, de trois pouvoir... enfants, Moi, j'ai là, trois enfants et je vais tout donner à mes enfants. Ben oui. Mais tu sais quoi? Moi, il y a un message qu'on dit pas sous-jacent, que je sens dans tout ça, c'est... On dirait qu'ils ont pas confiance en l'éducation qu'ils ont donnée à leurs enfants. Oh, ils vont tout gaspiller. Moi, mes enfants, je vais les éduquer pour qu'ils connaissent c'est quoi la valeur du dollar. Et il y a des milliardaires qui savent ce qu'est $1, il y a des milliardaires qui flopent comme des malades. Exemple, François Roberge, le fondateur de La Vie en Rose. Récemment, je discutais avec lui de la façon dont il a élevé ses enfants. Et c'est une discussion privée, mais je suis convaincu que François serait d'accord parce que je rapporte ce qu'il m'a raconté. Lui, il restait longtemps dans sa vieille maison avec ses enfants, avec une vie aisée, mais dans la simplicité, parce qu'il voulait pas que ses enfants grandissent avec une cuillère d'argent dans la bouche. Il voulait que ses enfants apprennent ce que c'est la simplicité, le dollar. Et ce n'est qu'à leur adolescence et même au début de l'âge adulte que les enfants de François Roberge ont réalisé qu'en fait, leur père avait des moyens, disons-le... différents que les autres. Assez important. Et ça, j'ai trouvé ça, je sais pas pour toi, Nicolas, mais qu'un entrepreneur comme ça, qui a réussi, qui est devenu, dans le cas de M. Roberge, très riche, a quand même élevé ses enfants dans une certaine simplicité pour leur apprendre ce que tel le vrai monde. Mais absolument. Et puis, c'est très, très, très important d'élever ses enfants, peu importe ton revenu, avec une tête sur les épaules, surtout quand vient le temps de dépenser, quand vient le temps de travailler pour gagner son argent. Et puis, au contraire, moi, je crois que si tu éduques bien tes enfants, ils vont pouvoir faire de grandes choses avec l'argent. On voit de très grandes familles aujourd'hui, je taire le nom sur certaines familles, mais de très grandes familles que la relève ou les générations suivantes sont très actifs en philanthropie, sont très actifs dans différents projets sociaux. Moi, je trouve ça génial. Pierre Carl. Ben ouais, Pierre Carl, Si, effectivement. Pierre Pellado, c'est Pierre Carl qui a pris la relève. Puis, mais oui, effectivement. Non, moi, c'est un peu comme les célébrités ou les multimilliardaires qui disent « Oh, je ne vais pas donner d'argent à mes enfants ». C'est un peu comme ceux qui disent « Mais moi, j'ai 4 enfants, puis j'arrive à avoir un équilibre. » Ouais, mais tu as 18 employés à la maison. Oui. À un moment donné, moi aussi, j'aurais un équilibre. Et tu peux avoir des dispositions testamentaires, des précisions. Donc, par exemple, dans mon cas, je vais vous faire une confidence, mais si, par exemple, il m'arrivait un malheur à ma conjointe et moi, et que les enfants ont moins de 18 ans, mon fils à 16 ans... par quelqu'un d'autre. Exactement. Mon fils à 16 ans partira pas sur une balloune. Exactement. Donc, il y a des dispositions testamentaires que tu peux quand même déployer pour t'assurer. Tant de dollars par année ou ça. par tranche. Nous, tu vas aller dans le privé. Nous, c'est par tranche dans le privé. Donc, tu sais, je crois qu'on avait mis à 21 ans, à 30 ans, tu sais, toutes les grandes étapes. Quand tu te maries, quand tu achètes une maison ou quoi que ce soit. Si tu as 15 millions, 20 millions... tes enfants, il y en a qui sont plus responsables que d'autres. Il y en a qui ont tendance à partir sur une ballonne. Lui, tu vas peut-être serrer un petit peu plus. Puis, et moi, j'ai un ami qui est une famille très fortunée. Et puis, lui, ils sont 3. Et puis, lui, c'est le plus sérieux. Ses parents, quand ils sont décédés, ils ont dit c'est lui qui va gérer. C'est lui qui va gérer pour les 2 autres. Écoutez, merci. Mon Dieu, on devrait faire ça tous les jours. C'est trop le fun. Alors, en rentrant à la maison, je vais prendre un gin tonic. Libre à vous de savoir si ça va être avec ou sans alcool. Tu feras deviner Sophie. Salut, merci.